date du 15 décembre était retenue et que la RDC avait maintenant accepté le principe d'un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Et puis plus tard, on a reçu le projet d'accord qui devait être signé par les chefs d'État, qui aussi contient le mot accord, enfin dialogue, pardon, dialogue entre ces deux parties. Et donc, le seul sujet à l'ordre du jour, le seul point à l'ordre du jour du sommet était la signature de cet accord. Et puis, on a été invité en tant que ministre pour préparer ce document et on a été surpris. Alors que le gouvernement de la RDC, selon cette communication, avait accepté de dialoguer avec le M23, donc on a été surpris de voir que la ministre de la RDC a rejeté pendant plusieurs heures ce dialogue, le mot dialogue avec le M23. Et puis à la fin de la réunion, on a constaté qu'il n'y aura pas d'accord. Et puisque c'était le seul sujet à l'ordre du jour, la réunion, le Rwanda a demandé à ce que la réunion soit reportée. Le Rwanda a demandé à ce que la réunion soit reportée, mais maintenant, ce n'était pas une chose imprévue. Le M23 est revenu plusieurs fois dans les discussions que vous avez eues auparavant. Pourquoi la RDC s'est retenue à pouvoir avancer? Connaissez-vous, par exemple, les raisons officielles ou non avouées de cette retenue sur la question du M23? On sait qu'il y a toujours de la cacophonie, des revirements de la part de la RDC, mais le processus de Luanda, il faut savoir que le processus de Luanda, c'est un processus donc entre États, entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda, à cause de la détérioration de nos relations. Et ces relations se sont détériorées à cause de trois questions sécuritaires principales, qui sont donc la question des FDLR, la question des mesures, nos mesures de défense, et la question du M23. Les deux premières questions avaient reçu une réponse dans le cadre du concept des opérations, le code NOPS, qui a été adopté par les ministres lors de la 6e réunion ministérielle. Donc on n'en a même pas discuté hier, puisque c'était déjà réglé. La seule question qui restait, et c'est cette question du M23, et donc le Rwanda, bien sûr, souhaitait qu'il y ait un dialogue pour régler cette question une fois pour toutes, puisque le M23 que l'on a aujourd'hui, c'est la deuxième version du M23, puisqu'on avait déjà un autre conflit en 2012-2013 qui n'a pas été réglé. Le M23, nouvelle version, mais les questions dans plusieurs de vos interviews, plusieurs de vos interventions, vous avez parlé de la résolution du conflit en partant des causes profondes de ce conflit. Pensez-vous qu'en omettant la question du M23, tout ce que vous pouvez faire risquerait de tomber à l'eau? Bien sûr, puisque imaginons dans le meilleur des mondes que le concept des opérations est appliqué, que donc les FDLR sont neutralisés à 100% et que nos mesures de défense levées à 100%. Si la question des M23 n'est pas réglée, bien sûr, et va continuer à hanter les relations entre le Rwanda et la RDC, puisque de toute façon, la RDC nous accuse tous les jours de soutenir ce mouvement. Et puis, en outre, nous avons au Rwanda plus de 100 000 réfugiés, des Congolais Tutsis, cette communauté que les M23 défendent, qui a été marginalisée, persécutée et qui est victime des discours de haine. Mais il y a une autre question qui nous préoccupe de plus en plus, qui est les discours de haine ou les discours belliqueux de renversement du gouvernement du Rwanda de la part du président de la RDC lui-même, qui a récemment, le 17 novembre, déclaré que si le peuple on lui accordait l'opportunité de réviser la constitution congolaise, il changerait de régime au Rwanda. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a nos mesures de défense à notre frontière, puisque ce n'est pas l'envie qui a manqué au président congolais de renverser le régime, c'est la capacité de le faire.
Revenons maintenant sur le report de cette rencontre entre les deux chefs d'État. Doit-on dire que cela peut affecter ou peut être interprété comme un manque de volonté politique de la part de vos homologues du côté de la RDC, une chose qui puisse entraver justement le retour de ce climat de confiance entre les deux États? Évidemment. Et d'ailleurs, alors que nous étions engagés dans un processus de Luanda avec 6 ou 7 réunions ministérielles qui avaient quand même engrangé quelques progrès. Le CONOPS qui a été signé. À Goma, très récemment. Non, le CONOPS, c'était le 25. À Luanda. Et puis, à Goma, on avait le 5 novembre inauguré ce mécanisme ad hoc renforcé pour vérifier la mise en œuvre du cessez-le-feu du 4 août. Donc, alors qu'il y avait ces progrès, sur le terrain, il y a toute une autre histoire. Et d'ailleurs, hier, avant même d'entamer les négociations sur le texte, donc le projet d'accord, j'ai d'abord rappelé ce qui s'était passé sur le terrain depuis la 6e réunion du 25 novembre jusqu'à la réunion, donc la 7e réunion d'hier. Et donc la situation sur le terrain, c'est une militarisation continue de troupes additionnelles, de nouvelles armes, y compris des drones d'attaque. La collaboration continue avec les militaires burundais, les Wazalendo et les mercenaires européens. Tout ça dans un contexte de discours de haine et de discours bellicaux et de renversement de régime. Donc cela ne correspond pas à ce qu'on fait dans le processus de Luanda, ce qui démontre le manque de volonté politique de la part du gouvernement de la RDC. Est-ce que ce manque de volonté politique, vous dites, mais on assiste à un autre discours, à un autre son de cloche à Kinshasa, où on vous accuse de jouer à un double jeu. D'un côté, vous parlez de la résolution de la question. De l'autre côté, vous appuyez le M23. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez dans plusieurs des interventions, dans plusieurs des articles ou des publications, on parle toujours du M23, RDF. Est-ce que ce genre, cette casquette qu'on vous fait porter, est-ce que ça n'affecte pas aussi même votre manière d'entamer et même de résoudre certaines questions lorsque vous êtes en face des gens qui voient en vous des gens qui portent une double casquette? Mais justement, je vous ai parlé des 3 questions sécuritaires entre la RDC et le Rwanda. Donc, j'ai ajouté, cette 3e question, c'est la question des M23. Les M23, c'est un mouvement congolais. Mais le problème, c'est justement ce que vous êtes en train de dire, c'est que le gouvernement de la RDC nous accuse en permanence de soutenir les M23. Mais rappelez-vous, lorsque le conflit a repris en octobre de 2021, il s'agissait de troupes, des éléments des M23 qui étaient donc stationnés en Ouganda avec leurs armes, qui ont attaqué, pris Bunagana, et puis vous connaissez la suite. Oui. Mais les accusations sont venues directement contre le Rwanda, puisque quelle que soit la situation, le Rwanda est associé à la communauté des Tutsis congolais. C'est pour ça qu'on dit que cette question des M23 est centrale à la détérioration des relations entre le Rwanda et la RDC. Donc, j'ai parlé de la question des réfugiés, mais aussi de ces accusations. C'est pour ça que nous demandons, hier on l'a fait, à ce qu'il y ait un dialogue direct entre la RDC et les M23 pour régler cette question une fois pour toutes. On ne veut pas que dans 10 ans, cette question revienne parce que la RDC ne s'est pas attaqué aux causes profondes de cette communauté et de ce mouvement qui sont reliés à la marginalisation, la persécution, etc. Vous avez entendu aussi le discours du président Tshisekedi au Parlement européen congolais. Les deux chambres. Les deux chambres réunies en congrès, qui a aussi lancé une théorie bizarre du grand remplacement en disant que le Rwanda est en train de dépeupler les provinces de Kivu pour y faire habiter des populations étrangères. Une chose que vous avez vite dénoncée en passant par votre compte Twitter.
Oui, oui, parce que c'est un discours de haine. Lorsqu'on dit que des rwandophones, des communautés congolaises, tutsis, sont des étrangers, on alimente la haine ethnique contre cette communauté et c'est irresponsable de la part d'un chef d'État. La question qu'on se pose aujourd'hui, nous sommes à un énième où c'était une énième rencontre entre le Rwanda et la RDC. La question qu'on se pose aujourd'hui, le citoyen lambda, loin des dossiers, mais soucieux du retour de la paix et la disparition de ce climat de méfiance de part et d'autre, sommes-nous tombés dans un cul-de-sac? Sommes-nous tombés dans une panne sèche où il n'y a pas d'espoir pour le retour de la paix, ou en tout cas où les deux parties doivent s'asseoir et se regarder en face et faire la chose qu'il faut? Je peux comprendre la déception et la frustration de la population, puisque nous aussi, au gouvernement, nous croyons aux dividendes économiques de la paix. Nous savons que cette région, c'est une région où il y a le commerce transfrontalier, il y a des opportunités économiques. Ce qu'on veut, c'est la paix, c'est de pouvoir de faire du business avec la RDC, avec d'autres pays de la région. Mais force est de constater qu'il y a d'autres intérêts à Kinshasa qui fait que cette guerre continue. Et donc, nous, malgré les discours de haine, malgré la militarisation, malgré malgré le manque de volonté politique de la RDC, nous, on est toujours pour la paix, pour la continuation de ce dialogue, ce dialogue dans le cadre du processus de Luanda. Et d'ailleurs, hier, lors de la réunion de Luanda. Entre vous et votre collègue, Madame Kaikwamba et le ministre Tété de l'Angola, il y avait une proposition qui a été faite pour essayer de débloquer la situation, qu'on a tout de suite acceptée, qui est le fait que le facilitateur dans le cadre du processus de Luanda, le président Lourenço, et le facilitateur dans le cadre du processus de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, consulterait le M23 et la RDC, et donc pour venir avec une proposition concrète, écrite, qui mènerait au dialogue. S'il y a ce genre de proposition, le Rwanda est prêt à revenir à Luanda pour un sommet afin de signer l'accord de paix qui était proposé pour aujourd'hui. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, le Rwanda met comme condition, l'une des conditions, un dialogue direct entre le gouvernement de Kinshasa et le M23. Est-ce que ceux-là qui disent, écoutez, on vous a dit que le Rwanda a toujours soutenu le M23, ne peuvent pas avoir un mot à dire lorsque vous posez la question du M23 comme un prérequis pour finir la question sécuritaire à l'est de la RDC? Non, non, pas du tout. Dans une région où se trouve une multitude de groupes armés, pourquoi le M23, la question ou le cahier des charges du M23 doit être traité de manière spécifique? En fait, ce n'est même pas une condition, un prérequis. C'est une question sécuritaire qui est entre la RDC et le Rwanda. J'ai dit qu'il y a 3 questions sécuritaires voilà. qui doivent être réglées, puisque on est ici, on est dans le processus de Luanda pour améliorer les relations entre la RDC et le Rwanda. Et donc, il y a ces 3 questions sécuritaires qui, lorsqu'on regarde sur tous les angles, ce sont ces 3 questions sécuritaires principales. Donc, FDLR, la levée de nos mesures de défense, et puis le M23. Donc, pourquoi le M23, qui a un mouvement congolais, pose des questions sécuritaires entre la RDC et le Rwanda? Pour les raisons que je vous ai évoquées. Vous l'avez évoquées, monsieur le ministre. Oui, oui. Donc les accusations permanentes qui font que même si on règle les 2 premières questions à 100%, le fait qu'on n'a pas réglé la dernière question des M23, ça va continuer et le gouvernement de la RDC demain va dire les M23/RDF, ce genre de choses. Donc c'est ça. Donc il doit être réglé en s'attaquant aux causes profondes. Pour vous, résoudre la question des FDLR, lever les mesures de défense du Rwanda sans résoudre la question du M23, ça reviendra au même?
ça reviendra au même, puisque je vous parie à 100% que si on résout ces deux premières questions, qu'on oublie cette autre question, demain matin, bien sûr, tout le gouvernement congolais va continuer à dire que nous sommes derrière la M23, que la M23 c'est une coquille vide, que ce sont des étrangers, etc., etc. Donc la question aussi va de pair avec les deux autres questions. Et puis bien sûr, ces trois questions aussi doivent être réglées en ayant à l'œil aussi ces discours belliqueux de renversement du gouvernement rwandais de la part du président de la RDC qui doivent aussi trouver une réponse appropriée. Monsieur le ministre, il est peut-être pour terminer, il est difficile de sortir de la peau du diplomate que vous êtes. Le citoyen que vous êtes en premier lieu a toujours foi dans ce processus de Luanda, a toujours foi au retour de la paix. Oui, bien sûr, je peux comprendre, compte tenu du manque de volonté politique qu'on observe sur le terrain, le scepticisme des citoyens ordinaires, mais on n'a pas d'autre choix que d'avoir foi en ce processus. Nous avons foi aux facilitateurs et on espère qu'il y aura d'autres initiatives et que même la communauté internationale, des pays qui ont de l'influence sur la RDC, pourrait donc, disons, l'inciter à s'engager sur la voie de la paix, puisque le problème, c'est que depuis 2 ans qu'on a ces discours de changement de régime, la communauté internationale n'a pas réagi ou n'a pas condamné, ce qui donc pose question. Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on comprenne que tout le monde, il y a de la lassitude de la part de nos citoyens, de la communauté internationale sur cette question. Il faut vraiment qu'on s'engage fermement sur une résolution des questions sécuritaires afin qu'on récolte les dividendes économiques de la paix. Devant nos caméras, vous assurez à la population, à l'audience, que demain le Rwanda est prêt à rentrer à Luanda si la question du M23 est prise au sérieux par Kinshasa pour en finir avec les problèmes sécuritaires. Exactement, puisque ça fait partie du processus de Luanda, mais en même temps, bien sûr, à cause de la situation sur le terrain, on a nos mesures de défense qui seront en place jusqu'à ce que cette question soit réglée. Monsieur l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout à l'heure, nous allons revenir avec d'autres invités pour voir d'autres angles de cette question. Qu'est-ce qui se passe exactement à Kinshasa? Y aurait-il des motivations politiques, la situation politique à Kinshasa en ce moment, notamment avec le changement de la Constitution et d'autres raisons qui pourraient soit avantager ou désavantager ce processus de Luanda. N'allez pas loin, nous revenons tout à l'heure. Voilà, poursuivons notre émission majuscule propos avec le processus de Luanda. Nous venons d'entendre les explications du ministre Olivier Nduhungirehe sur les raisons, la pompe des discordes entre le Rwanda et la RDC sur justement la suite de ce processus de Luanda et surtout de la non-rencontre entre le président Paul Kagame et son homologue de la RDC, Antoine Tshisekedi, dans ses studios après
le ministre Ndohungirehe. Nous sommes avec deux analystes politiques, des connaisseurs avisés de la région des Grands Lacs, à savoir Tite Gatabaziruti Kanga. Il est éditorialiste et journaliste à Igihe, également à d'autres plateformes en ligne. Nous sommes également avec Maître Gassominari Jean-Baptiste. Il est avocat de métier, mais également un fin connaisseur de la région des Grands Lacs. Merci à tous les deux, messieurs. Bien, merci pour l'invitation. Messieurs, je commence par vous. Tite, vous avez entendu le ministre Olivier Ndohungirehe. Je commence par déjà la toute dernière question à laquelle il a répondu, la foi qu'il a dans le processus de Luanda. Tite, après ce qui s'est passé aujourd'hui, la non-rencontre, une rencontre qu'on attendait tous, Ouais. c'est pas arrivé. On peut dire le retournement de la situation, sinon le changement de position sur la question du M23 parmi les 3 points importants. Est-ce que ça vous a surpris le fait que Kinshasa puisse changer Kazakh sur cette question du M23? Non, moi je ne suis pas du tout surpris. Je me suis souvenu de la fois où le président Tshisekedi avait demandé personnellement à l'émir du Qatar d'organiser une rencontre avec le président Kagame. Il avait même envoyé ses équipes à Doha et à la dernière minute, il s'est désisté. Il l'a fait 2 fois. On l'a vu dans plusieurs capitales dire une chose et son contraire. Ce n'est pas la première fois qu'il fait faux bond et ce n'est pas la première fois qu'il... il a même signé plusieurs accords qu'il n'a jamais respectés. Donc honnêtement, ce n'est pas une surprise pour moi. Maître Gassominari, je sais bien, vous avez suivi et vous suivez de près la question du M23 et surtout les cahiers des charges. Vous êtes parmi les gens qui ont suivi également d'autres mouvements qui avaient des cahiers des charges similaires à celui du M23 aujourd'hui. Des questions qui sont restées en suspens pendant plusieurs années, notamment la question du retour des réfugiés congolais qui sont dans la région, les causes profondes dont le ministre Ndohungirehe parlait. Est-ce que le fait que Kinshasa ne veuille pas prioriser la question du M23, ça cache, comme on dit, anguille sous roche? Oui, bien entendu. Moi, je pense que tout le processus de Luanda, pour moi, j'ai toujours été sceptique parce que l'acteur principal de la crise à l'est de la RDC n'a jamais été impliqué dans ce processus. Alors que aucun accord, aucun compromis ne peut être trouvé sans que l'acteur principal de la crise à l'Est ne soit associé. Donc, moi je pense que c'est... Plutôt, Maître Gassominari, l'acteur était à Nairobi, non? L'acteur n'a jamais été... Il y a eu une question, il y a un processus. Tout à l'heure, on a parlé de Uhuru Kenyatta qui s'est chargé justement des mouvements congolais. Non, je dois vous dire que, en fait... ce qui est regrettable, c'est que la question à l'est du Congo est traitée avec beaucoup d'hypocrisie. Que ce soit dans le processus de Luanda, que ce soit dans le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi, c'était quoi? C'était les gens qui s'appellent aujourd'hui des Wazalendo, que le gouvernement a mobilisés pour venir prétendument négocier avec eux et arriver à un accord avec eux. On négocie avec quelqu'un qui vous est opposé. On ne peut pas négocier avec une force amie. Un allié. Un allié. Donc, pour preuve, c'est que tous les mouvements, tous les groupes armés de l'Est du Congo, au nord comme au sud Kivu, et même de l'Ituri, qui sont aujourd'hui appelés faussement des Wazalendo parce qu'ils ne le sont pas, ce sont juste des bandits armés, des milices tribales qui ont été armés
pour déstabiliser d'autres communautés qui sont prétendument rivales de leurs. Ils ne sont pas des patriotes comme le gouvernement de la RDC le présente. Ce sont des bandits armés, ce sont des coupeurs de route. Et ce sont ces gens qui ont été regroupés, qui ont été amenés à Nairobi pour négocier avec le gouvernement et arriver à un accord. Donc là, voilà pourquoi je dis que c'est une hypocrisie. Est-ce qu'ils ont négocié? Ils n'ont rien négocié. Pas négocié à Nairobi. Ils n'ont rien négocié. On parle bien de la volonté politique qui puisse soit faire avancer les choses ou faire reculer les choses. Maître Gassominari, pensez-vous qu'à Kinshasa, il y ait manque total de volonté politique pour le retour de la paix? Oui, vous l'avez très bien dit. C'est exactement ça. Parce que s'il y avait cette volonté politique, ils ne feront pas les choses telles qu'ils les font. Parce que la démarche de Kinshasa, depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui, c'est de nature à pérenniser le conflit à l'Est. C'est de nature à faire de l'Est de la RDC un champ de bataille, une bataille qui ne finit pas. Parce que voilà pourquoi ils disent on ne va jamais négocier avec le M23. Pourtant, le M23 gagne du terrain tous les jours. C'est pas plus tard que ce matin, je lisais qu'ils ont libéré une grande cité au sud de Lubero qui s'appelle Alimbongo. Demain, ils pourraient peut-être prendre une autre cité. Donc, le M23 conquit l'est du Congo. Il conquit de village en village, des cités en cités, des territoires en territoires. Et vous ne voulez pas voir que c'est un acteur incontournable, clé à la recherche de la paix. Donc, vous ne voulez pas la paix. C'est ce que ça signifie. La volonté politique manque totalement. C'est pas qu'elle manque. Elle manque totalement. Il n'y a pas la volonté de finir la guerre à l'est du Congo. Parce que, comme on l'a toujours dit, la guerre à l'est du Congo est devenue un fonds de commerce pour les autorités de Kinshasa. Ils y tirent beaucoup d'argent. Ils sillonnent le monde en train de tromper pour que cette guerre ne finisse pas, pour qu'ils continuent à soutirer ce qu'ils soutirent. Mais leur priorité, ce n'est pas la paix. Si c'était la paix, ils paieraient n'importe quel prix pour avoir cette paix. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font le contraire. Tite, pendant la période de campagne, le président Tshisekedi avait dit niet, qui n'allait pas négocier, qui n'était pas question, et même peu avant, dès le début du conflit, il a dit qu'il n'allait pas, il n'était pas prêt à négocier avec le M23. Est-ce que, à la lecture de la situation, s'est-il mis dans une position où faire un retour ou reculer prendre du recul par rapport à ses propos, ça devienne un peu compliqué pour lui et que les choses deviennent beaucoup plus compliquées qu'il l'avait prévu? Non, ce n'est pas une affaire de complication ou quoi. Maître Gassominari dit il n'y a pas de volonté politique. Il aurait pu ajouter, ou moi je le fais volontiers, Tshisekedi a un agenda politique. Dans cet agenda se trouve l'insécurité et l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est grave ce que vous dites. J'assume. C'est quand même grave ce que vous dites. J'assume mon propos. Vous voulez dire que tous les va-et-vient entre Kinshasa et Luanda ne servent à rien. Il sait bien pertinemment que ça n'aboutira à rien. On vient de le voir. Ce n'est pas moi qui le dis. On vient de le constater. Il y a 2 jours, Steve Wemby, qui est l'un des journalistes les mieux informés de la place de Kinshasa, disait que le gouvernement congolais était disposé à reprendre langue avec le M23. Ils arrivent à Luanda, la ministre Wagner dit il est hors de question. Maître pose le problème. Il y a une question M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Le M23, c'est des Congolais.
des Congolais qui ont des problèmes spécifiques et qui ont des revendications légitimes, parce qu'on leur refuse leur citoyenneté. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne reviens pas à 2012 et ce qui s'était passé. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il invite le M23 à Kinshasa. Ces gens discutent avec son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, si je ne m'abuse, oui, pendant 14 mois. Mais comme Tshisekedi est ce personnage qui dit tout et son contraire, qui promet, qui ne réalise jamais, qui accepte mais qui ne fait pas, au bout de 14 mois, ils repartent et la guerre commence. Tshisekedi présente le M23 comme des étrangers. Et il désigne la communauté Tutsi, congolaise, comme des infiltrés. Ils sont devenus traîtres à la nation. Comment voulez-vous dire aujourd'hui qu'il va à Luanda animé de la bonne foi? Non. Il n'y a pas que Luanda, on a vu qu'il a enterré Nairobi. Et on a vu ce qu'il a fait à Bujumbura quand il était avec les autres chefs d'État. Jamais il n'a respecté sa parole, jamais il n'a mis en pratique les engagements pris devant ses pairs. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est devenu... c'est la pratique politique à Kinshasa. Et donc, quand vous avez 250 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, quand des rapports crédibles disent que le Codeco a été créé par un vice-président de l'Assemblée provinciale, quand on apprend que c'est des hauts gradés militaires qui entretiennent des groupes armés à l'est, quand l'ancien président de l'Assemblée, Mbosso, dit à ses collègues, vous êtes des députés, les députés de l'Est, quittez les groupes armés. Quand on vous dit par des voies autorisées que les hauts gradés, quand on les envoie à l'Est, ils vont s'enrichir. Un militaire qui va faire la guerre et qui va s'enrichir, moi j'aimerais savoir de quel type de guerre on parle. Et donc, il y a de gros intérêts financiers à l'est du Congo, je le répète, et qui bénéficient à une grande partie de la classe politique à Kinshasa, le président compris. Maître Gassoumina, on a compris les propos de Tite. C'est vrai, à vous entendre tous les deux, vous n'accordez aucun crédit par rapport à la volonté politique du côté de Kinshasa. Alors, regardons la réalité en face. Maître, est-ce que le M23 d'il y a quelques mois, lorsque ce processus de Luanda a commencé, et même le processus de Nairobi, est-il le même aujourd'hui sur le plan stratégique? Est-ce que les enchères ne sont pas passées à un niveau supérieur du fait qu'aujourd'hui, ils peuvent se dire, écoutez, continuez d'avancer avec Luanda, et moi je continue avec mon chemin, vous verrez me chercher. Oui, vous avez pratiquement raison. Le M23 d'il y a 2 ans n'est pas le M23 d'aujourd'hui. Parce que le M23 est une organisation dynamique. C'est une organisation qui s'est construite du jour au jour. C'est une organisation qui se dote de moyens humains, matériels, intellectuels tous les jours. J'imagine qu'ils ont un objectif qu'ils défendent et cet objectif est un objectif noble, surtout que c'est un objectif qui est lié à la survie de certains de leurs membres. Pas de tous, mais de certains de leurs membres. Parce que là, quand on parle que les gens... Lorsque vous parlez de la survie de certains de leurs membres, en 2021, lorsque le M23 reprenait les armes, vous dites que c'est un mouvement dynamique. Déjà, aujourd'hui, il n'est pas que M23, il est AFC également. D'autres grandes figures ont rejoint le mouvement. Le cahier des charges a
avancer parce qu'il y a des revendications politiques avec les nouveaux membres qui sont arrivés. Est-ce que la question que j'ai posée à Tite, malgré toute la volonté politique que le président Tshisekedi puisse avoir aujourd'hui, est-ce qu'il a les mains libres, par exemple, de le faire, au regard de ce qu'il avait dit il y a quelques mois? Oui, mais il a les mains libres parce qu'il est le chef de l'État. Il peut négocier avec qui il veut. Vous le pensez? Il ne peut pas négocier avec qui il veut. Ouais. Il a essayé, il a réussi jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il roule tout le monde dans la farine et apparemment tout le monde accepte ces pratiques. Parce que, je vais vous donner un exemple. Au monde entier aujourd'hui, les droits de tous les pays du monde interdisent le mercenariat. Mais Tshisekedi entretient des mercenaires au vu et au su des Nations Unies, de l'Union européenne, des États-Unis. Il les appelle abusivement des sociétés militaires privées. Il a dit même que il les a comparés au coach d'une équipe de football. Mais que le coach ne joue pas, mais il peut... Cela n'empêche pas qu'ils soient des mercenaires. On les a vus au front. On les a vus au front. Non, Donc, leur chef a été arrêté récemment en Roumanie. Ouais. Et parmi les infractions dont il est accusé, le mercenariat au Congo figure parmi la liste des charges. Ouais. Donc, si Tshisekedi peut entretenir des mercenaires, et au su et au vu de tout le monde, et que personne ne condamne cette attitude, c'est que Tshisekedi croit qu'il est autorisé à tout faire parce qu'il peut corrompre tout le monde, il peut annihiler la vérité, il peut cacher tout, il fait tout ce qu'il veut parce qu'il a l'argent et il a le minerai stratégique comme il dit et il pense dans son subconscient que c'est le monde entier qui a besoin de ces minéraux. Donc personne n'oserait faire monter le petit doigt pour condamner ce qu'il fait. Donc voilà pourquoi au fait j'ai dit que Tshisekedi négocie avec qui il veut parce qu'il a à offrir et comme le monde a perdu ses valeurs, comme le monde est aujourd'hui dirigé par ces leaders corrompus qui peuvent, comme l'information aujourd'hui est manipulée par ces personnes qui reçoivent ces pots de vin d'ici et là, par des personnes qui peuvent les donner. C'est pour cette raison, au fait, que vous ne voyez pas qu'il y a avancé à l'est du Congo. Sinon, s'il y a une question facile à régler, c'est la question qui prévaut à l'est de la RDC. Parce que des gens qui vous disent, nous ne voulons pas faire la guerre, nous voulons que nos droits soient respectés. Nous voulons être considérés comme des citoyens à part entière de ce pays, comme les autres l'ont. Nous voulons, si vous voulez, nous pouvons même déposer les armes sans que personne ne nous contraigne de le faire. Mais malgré toute cette bonne volonté, l'autre côté, ceux qui reçoivent comme message, c'est de dire non, nous voulons vous exterminer. D'ailleurs, même ceux qui ne sont pas avec vous, qui vous ressemblent, on va les exfiltrer partout où ils sont dans les institutions parce que ce sont des infiltrés. La faciès lui-même au Congo est un crime. Et d'ailleurs, même les fervents défenseurs de la cause qui n'est pas noble de Tshisekedi sont lynchés au cours des journées à cause de leur faciès. Donc, vous pouvez voir combien la question est compliquée et combien elle est complexe. Mais elle le devient plus parce que ceux qui devaient résoudre cette question, au fait, ils ont fermé les yeux et les oreilles pour ne pas voir la réalité en face. Et c'est ce qui fait que la crise n'est pas résolue. Vous parlez de la partie est de la RDC qui intéresse forcément ses voisins, notamment le Rwanda, puisque c'est une partie où pullulent plus de 200 groupes armés, selon les rapports des Nations Unies. Mais à 2000 km de là, je parle de Kinshasa. Tite, vous suivez de près la situation politique à Kinshasa également. Est-ce que doit-on dire que la situation actuelle politique, avec notamment le débat autour du changement ou de la révision constitutionnelle, avec plusieurs ramifications, est-ce que ce climat politique à Kinshasa n'a pas aussi, d'une manière ou d'une autre, son pesant d'or sur la résolution ou l'issue de la question sécuritaire à l'Est? Forcément, oui.
ça aurait été de bon ton que la classe politique congolaise s'occupe de la question de l'Est. On sent bien que c'est le souci, le dernier, le cadet de leurs soucis. Parce qu'on a vu tout le monde se lever par rapport à la question du changement climatique, de la Constitution. Du changement de la Constitution. Ils auraient dû commencer par l'Est. Regardez la tournée à Mani faite par l'actuel président de l'Assemblée, Vital Kamerhe. Ça a fait pchit. Regardez un peu les déclarations des uns et des autres. C'est beaucoup plus des postures que vraiment des propositions pour dire il faut qu'on aille au dialogue. S'agissant de la... C'est quoi? C'est la révision, c'est la modification ou c'est le changement de la Constitution? On ne sait pas encore. Mais là, au moins, Tshisekedi est en train de réussir une prouesse. Laquelle? Il remet les partis d'opposition ensemble. Après les élections, on ne voyait plus où était cette coalition. Vous voulez dire qu'il est en train de... Il a ressuscité le PPRD. Chadari est revenu, maintenant il fait des conférences de presse, on l'avait perdu de vue. Il hérisse la Senko. La Senko est vent debout pour dire il est hors de question. Parler de la conférence épiscopale. Oui, qu'on touche à la Constitution, mais la manœuvre de la Constitution. La révision ou la modification, le changement, on ne sait pas encore où on en est. C'est vraiment de la diversion. C'est de la diversion. Un chef de l'État ne peut pas dire à ses compatriotes notre constitution a été rédigée à l'étranger et par des étrangers. Et pourtant, il a des constitutionnalistes présents, des professeurs d'université qui ont participé à l'élaboration de cette constitution. Maintenant, ma question, c'est celle de savoir... Je finis juste là. Oui. Le chef de l'État ne peut pas se permettre de dire les fonctionnaires ne sont pas payés par la faute de la Constitution. Il y a des grèves à la RTNC, c'est la faute à la Constitution. Nos diplomates vivent dans des conditions misérables, c'est la faute à la Constitution. Nous avons un discours de haine dans ce pays et nous alimentons la violence, c'est la faute à la Constitution. Mais il a évoqué l'article, par exemple, l'article 217, avec des visées de balkanisation, sinon des cessions de terres, un danger pour la République, oui. Et aussi en liant ça à la question sécuritaire à l'Est. Quelle lecture? Un étudiant qui vient de faire, allez, on va être généreux, 60 heures de cours de droit constitutionnel ne peut pas avoir cette interprétation-là. Il ne peut pas. Il n'y a aucune constitution au monde qui demande à un gouvernement de céder une portion de son territoire. Et moi, je crois que c'est cette confusion-là qui est entretenue. Regardez un peu comment on change de discours. À Kisangani, c'est la constitution des étrangers. À Lubumbashi, c'est permettez-moi de changer cette constitution pour aller changer le régime à Kigali. Et à Kinshasa, c'est la constitution qui bloque. En tout cas, c'est la rhétorique d'Augustin Kabuya. C'est même une constitution de la malédiction, d'après le patron de l'UDPS. Qui peut comprendre ça? Mais on se rend compte que c'est parce que depuis 6 ans, il s'est plus servi qu'il n'a servi les Congolais. Il se rend compte qu'il entame un deuxième mandat. Il a besoin de rester au pouvoir. Et donc, il faut changer la Constitution. Est-ce qu'au regard de cette situation, les acteurs comme le M23, mais également avec d'autres groupes armés, Maître Gassominari, est-ce qu'ils n'auraient pas compris que la priorité se trouve ailleurs?
et qu'ils doivent rien attendre de Kinshasa, parce que le tableau que Tite vient de dresser, en tout cas, à moins qu'on ait des millions de bras en tant que chef d'État, on n'a pas le temps pour ça quand même. Oui, moi je pense que le M23, l'AFC M23 n'attend rien de lui. Parce qu'ils lui ont tendu la main depuis plusieurs années et il a refusé l'offre que l'AFC lui donnait. Aujourd'hui, il prétend vouloir résoudre la question à l'est du Congo sans l'AFC M23, ce qui n'est pas possible, au fait. Voilà pourquoi j'ai utilisé le terme hypocrite. Quand je parle que les processus ont été menés avec hypocrisie, c'est là que je voulais, au fait, dire. Lui, il pensait qu'il va aller à Luanda, rencontrer les officiels du gouvernement rwandais, négocier avec eux, signer un accord avec eux, et avec cet accord, il pensait que c'était une baguette magique pour terminer tout ce qu'il appelle la guerre à l'est du Congo. Mais il a oublié effectivement l'acteur principal de cette guerre. C'est pour cette raison que j'ai dit que le M23 ne peut pas compter sur lui, parce que lui ne veut pas résoudre la question, et le M23 veut résoudre la question. Imaginons maintenant... Si vous permettez, peut-être, maître, ajouter, il a rêvé qu'il pouvait écraser le M23. Vous dites rêver... Écraser, oui. Non, vous dites rêver, Tite. Ben oui, il a rêvé. Comment n'a-t-il pas les moyens de sa politique ou de son rêve, si montée en puissance des FARDC, recrutement des mercenaires, légalisation des Ouazalendo, fait venir les Burundais, la SADC, on en est aujourd'hui. Le M23, quand la SADC arrive, le M23 contrôle la SADC est encore là? Rutshuru et Massissi. Oui. Avec la présence de la SADC, des Burundais et tous ces gens-là, le M23 monte dans le Grand Nord. Le Grand Nord. Il est aux portes de Butembo. Et le M23 prend une grande partie de Walikale. Le M23 contrôle une grande partie de Nyiragongo. Le M23 et une partie du territoire de Calais est au sud Kivu. À la lisière de l'aéroport de Goma. Et on va me dire qu'un chef de guerre qui vient de passer 3 ans à essuyer des échecs comme ça, n'a pas rêvé. C'est quoi comme stratégie qu'il y a derrière ça? Il n'y en a pas. Est-ce que c'est parce qu'on a des équipements militaires qui sont vendus par les militaires des FARDC? C'est Radio Okapi qui nous annonce chaque fois qu'il y a 2-3 militaires qui ont été arrêtés parce qu'ils ont vendu. Ils ont vendu du matériel qu'ils ont reçu de Kinshasa. Et ça, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est rationnel? Ou on se fait des illusions? Il a cru qu'il pouvait écraser le M23, qu'il ne discutera pas avec, et donc il va continuer son chemin. Il n'y est pas arrivé. Je vais vous poser la question, soyons clairs, si Luanda existe aujourd'hui, c'est aussi par la volonté des pères africains qui ont donné la bénédiction au président Lourenço de faire avancer ce processus, mais également d'autres partenaires internationaux qui ont également adhéré à ce processus. Est-ce que, à la lecture de la situation, Tite, il y a des choses qui se disent dans les corridors, il y a des informations quand même qui vous parviennent à tous les deux. Est-ce qu'ils ont compris finalement, ou ils ont pris la mesure du sérieux ou du manque du sérieux dans le traitement de cette question sécuritaire à l'Est? Maître Gassoumina. Oui, je pense qu'ils commencent à comprendre. Ah, ils commencent. Ils commencent à comprendre. Okay. Parce que c'est pas tard. Non, tout le monde était enthousiaste et attendait qu'il y ait signature d'un accord aujourd'hui. Mais ceux qui ont été plus réalistes se sont rendus compte qu'un accord qui n'incluait pas l'AFC M23 était un accord voué à l'échec. Et ils ont dit, autant résoudre cette question avant de paraffer ces documents qui ne sera pas mis en œuvre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui
agi comme les Congolais le font, comme les autorités congolaises le font. Pour les autorités congolaises, ils peuvent signer un accord et ne pas le mettre en œuvre, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais pour les autres, ils respectent leurs engagements. S'ils prennent des engagements, ils savent pertinemment qu'ils doivent aussi les honorer. Et comme ils se sont rendus compte que c'était des engagements irréalistes, ils ont dit, nous avons bon ne pas apposer notre signature sur ces documents, parce que ces documents ne résolvent pas les causes fondamentales qui ont été à la base de cette crise dont nous sommes en train de traiter ici. Et c'est ça le raisonnement, normalement, des hommes intelligents. Et là, vous comprenez la position du Rwanda et du refus de pouvoir apposer la signature bien entendu, sur un tel document. Bien entendu, c'est très réaliste. Tite, pour terminer avec vous, Oui. comprenez-vous les choses de cette façon? Est-ce que tous ces partenaires, toutes ces personnes, excepté la RDC, ont-ils ou ont-elles compris que ça n'allait mener à rien? Si on reprend toutes les déclarations, les communiqués de ce qu'on appelle les partenaires internationaux, ils ont tous systématiquement souligné la nécessité du dialogue politique inclusif. Ils parlaient bien de ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas dire que le gouvernement congolais est en guerre contre le M23 et n'est pas prôné le dialogue. On ne peut pas dire qu'on va résoudre un problème politique comme celui-là et se passer du dialogue. Le dialogue est la voie unique et la seule pour ne serait-ce qu'entamer la résolution de ce conflit. Ou alors vous les écrasez comme Tshisekedi l'avait rêvé, ou vous passez par le dialogue. À tous les deux, j'ai posé la même question au ministre Nduhungirehe. Le citoyen lambda doit-il avoir foi dans ce processus de Luanda, où il faut penser à autre chose, ou passer à autre chose? Et 30 secondes chacun. Oui, en fait, je ne veux même pas les épuiser. Si les techniques ne sont pas changées, si le dialogue continue avec le format qu'il a aujourd'hui, moi je pense que le citoyen lambda devrait enterrer dans ses pensées le processus de Luanda parce qu'il va accoucher d'une souris. J'ai dit et je vous remercie. Tite. Compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de Kinshasa, il faut regarder ailleurs. Voilà, on sent du pessimisme dans le chef et sinon dans les propos de mes deux invités. Chacun, chez vous, a sa façon de lire la situation. Mais une chose est sûre, la situation, sinon le processus de Luanda est ou connaît une panne sèche. Il y a des choses, il y a des trucs à régler. Cela est sans doute lié à la volonté politique de part et d'autre. Sinon, on ne mènerait à rien. Voilà, merci beaucoup à tous les deux, Tite Gatabazi, Ruti Kanga, également à vous, Maître Gassominari et Jean-Baptiste, Ouassé Constantin. Je remercie également le ministre Nduhungirehe qui également s'est prêté à l'exercice sur nos plateaux. Merci beaucoup à l'audience de Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.